né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. C'est l'histoire vraie d'un homme qui se bat pour faire reconnaître sa liberté. Un récit du 19e siècle, mais une question très actuelle. Fursi né libre est le deuxième long métrage d'Abd al-Malik, le rappeur, écrivain et réalisateur, et l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Abd al-Malik. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, on est toujours ravis de vous recevoir. Alors votre film est adapté du livre L'affaire de l'esclave Fursi de Mohamed Aïssaoui. Il raconte l'histoire donc d'un esclave réunionnais et à la mort de sa mère, il découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre et avec l'aide d'un procureur abolitionniste, il se lance dans une longue bataille judiciaire pour faire valoir ses droits. Vous vous appuyez donc sur cette histoire vraie. Vous avez raconté souvent que ce projet a mis un peu de temps à mûrir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un film et pourquoi maintenant ? En fait, maintenant, j'ai envie de dire, on vit un momentum qui dure un peu. Et il y a cette idée de dire que si on a véritablement envie de faire peuple, si on a véritablement envie de faire nation, de faire France, on doit être capable de raconter, j'ai envie de dire, notre histoire collective, même la plus sombre, la regarder droit dans les yeux pour pouvoir déposer nos sacs de douleur et avancer véritablement. Et nous autres artistes, on est dans des zones, j'ai envie de dire, où on utilise le langage de l'universel. Et par le cinéma, finalement, le cinéma devient un miroir d'humanité. Et il est fondamental, de mon point de vue, de dire qu'être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est pas une religion, c'est le fait d'adhérer à des valeurs, des principes. Et tout ça n'a de sens qu'incarné, j'ai envie de dire. Et moi-même, je suis un raconteur d'histoire. Donc le fait de tout ce que je viens de vous dire là, il faut que ça prenne sens dans une histoire, dans un récit, où tout d'un coup c'est incarné et tout d'un coup ça devient exemplaire. Et ce qui fait de l'histoire de Fursi, ce qui la rend d'autant plus exceptionnelle, c'est qu'il aurait pu choisir de fuir, de devenir un marron, comme on disait à l'époque, mais il choisit la loi, il choisit le droit. Qu'est-ce qui vous a particulièrement parlé dans cette démarche-là ? Et en plus de ça, il choisit aussi d'être non-violent. Oui. Est-ce qu'il aurait pu choisir la violence également ? Non, ce qui m'a touché, en vérité, pour tout vous dire, c'est lorsque je lis le livre de Mohamed Aïssaoui, je me suis dit, Fursi, c'est moi. Parce que finalement, s'il n'avait pas su lire et écrire, ce qui était évidemment illégal pour un esclave, rien de tout ça n'aurait été possible. Et je pense que le fait de choisir le droit, c'est précisément parce que c'est quelqu'un d'éduqué. C'est précisément parce qu'il comprend que son combat, pour être mené de la meilleure des manières, il s'agit de se baser sur cette société de droit et sur cette justice pour pouvoir avancer. Et d'une certaine manière, moi-même, qui viens d'un quartier populaire, d'une cité qui s'appelle le Neuf à Strasbourg, avec les problématiques qu'on peut connaître, si je n'avais pas été mis en lien avec l'éducation, le savoir, la culture, je ne serais pas là avec vous, également en train de parler de ça. Donc il y a aussi quelque chose de dire que finalement, ce qui s'est passé là continue aujourd'hui. Il y a un lien avec aujourd'hui. Et que finalement, il y a des problématiques qu'on traverse aujourd'hui qui sont, j'ai envie de dire, qui découlent directement, qui sont des conséquences directes de l'esclavagisme, du colonialisme, du néocolonialisme, etc. Donc, parler de tout ça, ça fait véritablement sens. Et c'est en ça que votre film est absolument nécessaire, c'est qu'il fait réfléchir sur des problématiques purement actuelles et qui résonnent en tout cas aujourd'hui. On va en reparler, mais on regarde d'abord quelques images du film. Je retourne travailler, je peux reparler le Maurice. C'est toi, Fursi ? Baisse les yeux quand je te parle. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi. Je magnifie la gare des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat. Tout est organisé pour maintenir ce système en place. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice ? Quand on a été esclave, on l'est toute sa vie. Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ? On vient de parler de l'éducation, mais il y a énormément d'autres thèmes que vous tissez en filigrane dans ce film. On parlait de la résonance de cette histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit de la justice, de notre rapport à la justice, de notre rapport à la reconnaissance, à la mémoire ? Elle dit beaucoup de choses. Ça dit aussi que dans ce long travail mémoriel, il est essentiel d'intégrer la complexité. De comprendre finalement que si on a envie de faire société, véritablement, nous tous ensemble,
on doit comprendre que vivre dans une société de droit et de justice, ça nécessite à penser d'une certaine manière de façon double. C'est-à-dire, il y a les choses de l'immédiateté qui se font maintenant, et puis il y a des choses aussi qui se basent sur le temps long. Et qu'en réalité, les choses les plus puissantes, celles qui vont s'inscrire de manière, profonde, sociétalement parlant, c'est souvent des choses qui sont liées au temps long. Donc, ce que ça nous apprend profondément, ça nous apprend ça. Ça nous apprend finalement que de jurisprudence en jurisprudence, nous voilà aujourd'hui. On part d'une société où l'esclavage est légal. Et nous voilà aujourd'hui. Donc, ça nous dit quelque chose d'important dans le fait que c'est un combat qu'on doit mener. Et c'est vrai que dans la société de l'immédiateté qu'on vit, nous, aujourd'hui, on pense, on veut faire en sorte que les choses changent tout de suite et maintenant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Comme disait ma maman, on ne naît pas adulte, on le devient. Donc il faut... Il y a des choses qui se font par étapes. Et puis, en travaillant sur ce projet, on s'est rendu compte aussi que, évidemment, l'esclavage a été aboli, mais que le Code noir, lui, n'avait jamais été abrogé. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est stupéfiant quand on se penche. Je vais quand même le rappeler. Donc, le Code noir, c'est ce texte royal de 1685 qui encadrait donc l'esclavage dans les colonies et qui, notamment, statuait cette idée, on l'entend, c'est très dur, ces mots-là sont prononcés, que l'esclave est réduit à un statut de meuble. La France donc a aboli l'esclavage en 1848, mais vous le rappelez, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, ce Code noir, lui, n'a jamais été officiellement abrogé. Alors, il y a un projet, une proposition de loi d'abrogation qui va être examiné par l'Assemblée nationale. Il a été déposé en 2025. C'est quoi l'enjeu pour vous de cette abrogation ? L'enjeu, il est symbolique. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que ça dit beaucoup de nous. En fait, nous en tant que peuple, nous en tant que aussi le fait d'être dans le déni de quelque chose. Mais en fait, symboliquement, ça voudrait dire que on comprend que la France est composée de différents peuples. Il y a le peuple alsacien, breton, basque, mais il y a aussi le peuple réunionnais, martiniquais, guadeloupéen, etc. Et c'est le fait de dire qu'on reconnaît tous ces peuples-là dans leur singularité. Et le fait de symboliquement d'abroger véritablement le Code noir, ça veut dire qu'on veut avancer véritablement tous ensemble, qu'il y a un trauma qui s'est transmis, qu'à un moment donné, il y a une sorte de cercle vicieux qu'il faut rompre absolument. Et si j'ai envie de dire, notre mère patrie, notre mère décide véritablement de dire, OK, on ne l'a pas fait encore, on va le faire aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté véritablement d'avancer ensemble, une volonté de faire du lien. Et faire ça, en fait, ça veut dire que tout d'un coup, il y a une reconnaissance. Et on ne peut évoluer, avancer positivement que dans la reconnaissance. Et de mon point de vue, c'est fondamental. J'ai moi-même écrit une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale pour l'alerter sur ce sujet. Je vais faire une projection avec des députés du film, etc. Parce que il est important qu'on en finisse définitivement. Vous parlez de ce terme reconnaissance, il y a aussi le terme réparation qui est très important dans cette histoire. Vous dites qu'il faut aussi accepter l'idée de l'irréparable. Oui, parce qu'on ne peut pas parler du thème de la réparation sans cette pensée double. La réparation, bien sûr, on doit y penser comment matériellement on peut essayer comment on dédommage, enfin comment on réfléchit. En tout cas, il y a une réflexion sociétale à avoir sur l'idée de réparation concrète, j'ai envie de dire. Mais en même temps, on doit comprendre aussi qu'il y a de l'irréparable. De l'irréparable, ça veut tout simplement dire que c'est pas parce qu'on va nous donner un billet qu'on va effacer 400 ans d'esclavage, qu'on va effacer le trauma profond, cette violence. Donc, le fait de comprendre qu'il y a de l'irréparable, c'est précisément ce qui va nous permettre de tourner la page. C'est précisément ce qui va nous dire, très bien, il s'est passé ça, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses, avançons ensemble véritablement. Et c'est dans ce sens-là que personne n'est pointé du doigt. On ne demande d'excuses à personne. On demande par contre à tous les Français, toutes les Françaises, finalement tous les citoyens, d'être à la hauteur de notre humanité, d'être à la hauteur du fait d'être français. Et c'est ça qu'on demande. Cette histoire de pardon ou de repentance, c'est un faux sujet en réalité, parce que c'est pas ça qu'on demande. Et d'ailleurs, ce n'est pas suffisant.
Et d'ailleurs, vous le dites, ça aussi, ce sont vos mots, que ce projet de Fursi est une lettre d'amour à mon pays, la France, Totalement. à ses valeurs, à ses lois. Ce projet qui est donc évidemment ce film dont on parle aujourd'hui, mais qui a une prolongation musicale. Ouais. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Ça s'appelle Fursi Héritage. Je vous montre ici la pochette du vinyle sur lequel figurent de nombreux featuring avec des grands noms du rap français, Oxmo Puccino, Lino, Youssoupha. Un album que vous portez avec votre complice, le rappeur Matteo Falcon. On va l'écouter. Très bien. C'est Mali qui avait ce choix de vouloir fédérer et que ça dépasse justement tout ce qui est générationnel. Il y a une notion de transmission. Et il faut transmettre, et pour transmettre, il faut fédérer, mais que ce soit large. Et je pense que c'était la meilleure façon d'inviter des gens de toute génération pour pouvoir exprimer le même thème. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous, Abdelmalik, de faire exister aussi ce projet en musique ? Parce que d'abord, nous sommes la France, nous sommes un pays de poètes, d'artistes et de poètes engagés. Nous sommes la terre de Prévert, de Rimbaud, de Verlaine, de Victor Hugo. Et de mon point de vue, ceux qui sont dans la droite ligne de ce rapport au texte et au patriotisme, finalement, ce sont les rappeuses et les rappeurs. Donc pour moi, il s'agissait de les convoquer sur ce sujet-là et de dire qu'est-ce qu'ils en pensent, eux. Puisque finalement, les rappeuses et les rappeurs écrivent sur ces notions-là, sur la liberté, sur la justice, sur le fait de l'amour de notre pays également, ou le rapport conflictuel qu'ils peuvent avoir avec leur propre identité. Donc le fait d'avoir Soprano, Pete Bacardi, Youssoupha, Culture, Just Chani, Wallen, les Nègres Marrons, les légendaires Ministère Hammer, c'est fabuleux d'avoir Mac Taylor, Lino, Benjamin Epps, ça c'est la nouvelle génération, Samou. Pour moi, ça, c'est très important parce qu'il y a aussi cette idée de lien générationnel. Il y a cette idée, finalement, qu'il est fondamental. Il y a la jeune génération et puis la jeunesse n'a de sens, j'ai envie de dire, que connectée à la sagesse des anciens. Et la sagesse des anciens doit se nourrir de l'énergie de la jeunesse. Et ça, c'est important. Mais véritablement, avant tout, parce que nous sommes la France. Et la France, c'est des collectifs d'artistes qui se mettent ensemble. C'est les existentialistes, c'est les surréalistes, voilà, c'est toutes ces figures, c'est les mouvements de la négritude, etc., etc. Et on veut s'inscrire véritablement dans cette tradition-là. Eh bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Abdelmalik, d'être venu nous voir. Fursi, né libre, est en salle cette semaine. C'est avec Makita Samba, Romain Duris, Anna Girardot, Vincent McCain, entre autres. Et puis, donc, je rappelle, Fursi Héritage, l'album qui accompagne la sortie de ce film. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du clip Sine Qua Non, extrait de Fursi Héritage. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Pas de paix sans que Babylone paie. Dans ma tête y'a Racine et 12 fiers se lèvent. Devant nous et toi mes gros je suis les lèvres. Mode bancal, recherche d'équilibre et prêt à croiser le fer. Pas de justice, pas de paix. Ouais. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ouais. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ouais. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice.